j'ai participé à des réunions. J'ai participé à des réunions de débat public avec des élus et on confondait effectivement la fonction et l'autorité militaire. Donc ici, je représente bien l'autorité civile en mer. Le deuxième rappel que nous allons faire rapidement, c'est le rôle du préfet maritime dans la gestion des crises maritimes, c'est-à-dire la gestion opérationnelle des crises, qu'elles soient recherche et sauvetage, lutte contre les pollutions marines et accueil des navires en difficulté en relation avec évidemment l'objet d'installation d'un parc éolien en mer qui ne change en rien les procédures applicables par les services de l'État. Alors tout d'abord peut-être un rappel sur le préfet maritime, la diapositive suivante s'il vous plaît, sur la zone d'action. Le préfet maritime est compétent en mer, je viens de le dire, en limite du littoral, il est compétent sur le rivage jusqu'à la limite des eaux, donc il n'est pas compétent dans les eaux intérieures, il n'est pas compétent dans les ports, et il n'est pas compétent en amont de la limite transversale de la mer dans les estuaires. Donc il est compétent dans les eaux territoriales, dans la zone contiguë des 12 000 aux 24 000, et non pas miles, hein, le mille c'est 1852 mètres, donc 24 000 c'est 22 km. Et le préfet maritime est compétent également dans la zone économique exclusive, certaines compétences exclusivement, puisque vous savez que les pouvoirs d'un État sur la côte se dégradent au fur et à mesure que nous allons vers le large. Et le préfet maritime, hormis le cas particulier de la lutte contre le narcotrafic, n'a pas de compétences particulières en mer. Voilà. La structuration de l'action de l'État en mer, le préfet maritime, un préfet civil, une autorité administrative compétente en mer, interministérielle, donc qui agit pour le compte du Premier ministre et des différents départements ministériels qui disposent de compétences en mer. Donc, 3 domaines de compétences. C'est un préfet de l'urgence, il gère les crises en mer. C'est un préfet qui coordonne, il n'a pas de pouvoir hiérarchique sur les services, il fait de la coordination, c'est le modèle français de l'action de l'État en mer. On n'a pas à créer d'administration propre, mais on coordonne des services qui ont des compétences et une coordination des administrations qui disposent de vecteurs pour agir en mer, des vecteurs nautiques et des vecteurs aériens. Une particularité toutefois, le préfet maritime maintenant a une vision globale des affaires de la mer. Il est compétent à tous les niveaux, puisqu'il agit également avec un préfet de région. En l'occurrence, pour la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la préfète de région Nouvelle-Aquitaine, en tant que préfet coordonnateur de façade. Et dans ce cadre-là, le tandem de préfets coordonnateurs de façade agissent pour planifier les usages en mer et les aménagements en mer et sur le littoral. Et l'exemple le plus emblématique, c'est effectivement la construction d'installations industrielles en mer comme les parcs éoliens. Et puis, pour mémoire, simplement, le rôle de ces préfets actuellement, c'est également d'élaborer, vous en avez certainement entendu parler, les documents stratégiques de façade qui ont pour vocation de traduire concrètement la politique maritime intégrée en essayant d'agréger les différentes politiques ministérielles sectorielles, granulat marin, pêche, air protégé, énergie marine, etc. Une diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le préfet maritime, pour agir, il dispose de moyens, des moyens des différentes administrations, mais surtout, il a un pouvoir réglementaire comme tout préfet. Il est donc issu de son statut de préfet. C'est un pouvoir de police administrative générale en mer, donc qui prend des actes administratifs, des actes réglementaires, des arrêtés. Dans le cadre des plans des champs éoliens, nous verrons qu'il sera appelé à réglementer les usages, à la fois pour permettre une meilleure cohabitation entre différents acteurs et pour assurer la sécurité, tant en phase de construction qu'en phase d'exploitation. Le préfet maritime aussi, pour mémoire, donc délivre des autorisations, et puis délivre des avis. Alors, des avis simples dans le cadre, par exemple, de la délivrance des concessions d'utilisation du domaine public maritime pour les champs éoliens, et puis des avis conformes dans le cadre des autorisations environnementales, mais on y reviendra. Et puis des pouvoirs de police administrative générale, donc préservation de l'ordre public. Je te dis, on va aller un peu plus vite. La troisième diapo, donc les modes d'action. Vous avez dû passer les diapos, c'est pas grave. Oui, bon, écoutez, non, alors voilà. Donc, l'une des. Alors, je pense qu'ils ne sont pas dans l'ordre des diapositives, mais peu importe. Donc, le préfet maritime a une compétence en matière de gestion des crises, mais il assure également la surveillance de la navigation et la souveraineté nationale au travers de plusieurs instruments, un réseau de sémaphores, donc qui sont des structures organiques de la Marine nationale. Sur l'île d'Oléron, nous en avons 2, le sémaphore de Chassiron et le sémaphore des Baleines. Et puis, à Étel, près de Lorient,
une structure qui s'appelle le CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, qui a pour objectif de coordonner la recherche et le sauvetage en mer et d'assurer également la surveillance de la navigation et de détecter les incidents de la navigation par différents capteurs. Alors le CROSS-ETEL ne dispose pas de radar, à la différence de son homologue à la pointe de Corsen, à la pointe de Bretagne, mais peut détecter effectivement des situations où des navires de commerce, par exemple, sont en avarie ou ont des routes un peu erratiques et peuvent faire craindre un incident, donc peuvent les détecter suffisamment tôt. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors voilà, dans le cadre de son pouvoir, enfin pas tout pouvoir, de sa prérogative de gérer une crise maritime, un préfet d'urgence, le préfet maritime met en œuvre le dispositif ORSEC. ORSEC pour Organisation de la réponse de sécurité civile. Ce dispositif ORSEC, c'est un dispositif normé au niveau étatique qui se compose de 3 volets. Un volet maritime, un volet départemental et un volet zonal. Le tout avec les mêmes références, de manière à ce que les 3 autorités administratives, préfet de zone, préfet de département, préfet maritime, puissent parler le même langage, puissent avoir la même partition et travailler de la même manière. Donc, cette réponse de sécurité civile, c'est une organisation permanente. On ne déclenche pas un plan, on monte en puissance. Ce dispositif, il est modulaire et on accompagne effectivement la montée en puissance en fonction de la nature et de la gravité de l'événement. Alors modulaire, pourquoi? Parce que ce dispositif ORSEC, qui est d'ailleurs consultable et téléchargeable sur le site de la préfecture maritime, qui a été révisé en 2020, prend en compte 4 thématiques. La première thématique, elle est très importante, c'est la recherche et le secours à personne, le sauvetage en mer, l'assistance aux navires en difficulté, et la troisième thématique, ce sont les pollutions. J'en citais 4. Il y a un 4e segment thématique qui concerne la circulation perturbée des navires, qui peut générer effectivement une situation de suraccident, mais je la cite uniquement pour mémoire. Alors, 3 niveaux de gravité, et nous montons en puissance dans l'accompagnement de la gestion des crises en fonction de la gravité. Le niveau 1, c'est la gestion des affaires courantes. Niveau 2, on renforce les moyens d'intervention habituels des centres opérationnels. Je citais par exemple les CROSS, mais il n'y a pas que les CROSS, il y a également le centre des opérations maritimes à la préfecture maritime, qui peut être un centre chargé de traiter un aspect thématique, notamment l'antipollution. Et puis quand on arrive à un niveau significatif d'événements maritimes, exceptionnel, on passe en niveau 3 et on renforce la structure d'état-major de gestion de crise, ça s'appelle une équipe de gestion de crise, avec différentes compétences qui peuvent venir de l'extérieur. Je cite quelques exemples, un Salvage Master, l'Office français de la biodiversité, le CEDRE, la chaîne médicale, de manière à avoir toute l'expertise à la main du préfet qui est directeur des opérations de secours en mer. Alors, les zones de compétences, je vous ai parlé tout à l'heure des 12 000, des 24 000. Eh bien, pour ce qui concerne la recherche et le secours en mer, c'est la région de responsabilité de sauvetage qui est définie par une convention internationale, la convention de Hambourg, c'est la ligne bleue que vous voyez. Alors, ce n'est pas une limite administrative, c'est une limite à prendre avec précaution, il faut être pragmatique. C'est le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage qui reçoit l'alerte et qui est le mieux placé pour conduire les opérations de sauvetage. Et puis la zone économique exclusive, qui est une limite de compétence du préfet maritime pour l'accueil des navires en difficulté, les navires qui sont en difficulté, le traitement de ces situations, et puis la lutte contre les pollutions marines, plutôt accidentelles, puisque les pollutions maritimes volontaires sont en réduction en zone maritime atlantique. Le sauvetage en mer, alors on va y revenir avec un intervenant du CROSS qui va vous expliquer l'intervention du CROSS plus particulièrement au sein d'un champ éolien, puisque nous avons un champ éolien en construction à Saint-Nazaire, et le CROSS expliquera effectivement quelques situations pour illustrer comment il a pu coordonner cette opération. Donc c'est bien le préfet maritime qui détient la responsabilité juridique de coordination des opérations de recherche et de sauvetage. Il s'appuie et il délègue à des officiers qui sont dans les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, le soin de le représenter. Ce sont le directeur et son représentant permanent, et ils sont chargés de coordonner les opérations de surveillance et de sauvetage avec à la fois des moyens publics, donc les moyens des administrations de l'État, mais également les moyens privés. Je cite notamment la Société nationale de sauvetage en mer, on voit la photo sur la droite, mais tout moyen particulier, c'est-à-dire qu'un particulier qui aurait un voilier qui sera à proximité peut également contribuer à l'opération de sauvetage. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est le traitement des navires en difficulté, donc des navires qui sont en collision, des navires qui sont en avarie, qui sont privés de propulsion, qui commencent à agiter. On a un exemple ici d'un navire qui avait pris feu. Eh bien, le principe, c'est que c'est bien le propriétaire du navire, l'armateur, qui est responsable
de la gestion de l'événement, mais bien souvent, la gestion de l'événement le dépasse. Et il va falloir que l'État côtier, donc représenté par le préfet maritime, le cas échéant, prenne la main et commence par mettre en demeure l'armateur de faire cesser un danger, soit une situation qui n'est plus sûre, soit un danger pour l'environnement. On pense notamment aux pollutions marines. Et en cas de défaillance seulement, mais ça peut aller très vite, hein, on peut considérer que la défaillance, on la constate dans les 24 heures, voire moins, le préfet maritime peut intimer l'ordre à l'armateur et au capitaine, peut décider effectivement de coordonner une intervention étatique d'office et aux frais et aux risques du propriétaire. Donc ça, c'est un outil juridique qui est à la main du préfet maritime et puis qui peut accélérer effectivement le transfert de responsabilité dans la gestion d'un sinistre et d'une crise maritime. Et puis, dernière illustration, s'il vous plaît, la dernière, voilà, la lutte anti-pollution. Là c'est la même chose, hein, c'est bien le propriétaire de l'expression du navire, de l'engin, de la plateforme, là j'illustre par les champs éoliens, qui est responsable de la gestion d'une pollution qui serait générée par l'engin, la plateforme ou le navire. Donc là aussi, la loi donne des outils juridiques au préfet maritime pour mettre en demeure le propriétaire, c'est le même cas de figure que précédemment, et d'intervenir d'office aux frais et risques. Donc vous voyez, l'État peut agir sur un armateur, un propriétaire de plateforme qui serait dépassé par les événements, qui serait insuffisant dans la gestion de la crise. Alors, cette planche pour vous illustrer la répartition des moyens d'État, des moyens nautiques d'État en zone maritime atlantique. Alors, je ne vais pas préciser, mais le préfet maritime est compétent de la baie du Mont-Saint-Michel à la frontière franco-espagnole. C'est une vaste zone de responsabilité. Et vous voyez que nous avons un maillage de moyens nautiques généraux qui correspondent aux moyens de la fonction garde-côte, c'est-à-dire des différentes administrations qui disposent de vecteurs nautiques, les affaires maritimes, la marine nationale, la gendarmerie maritime, la gendarmerie départementale qui peut avoir des moyens nautiques, et la douane. Planche suivante, s'il vous plaît. Nous avons également des moyens nautiques spécialisés. La Marine nationale affrète des remorqueurs d'intervention et d'assistance. Vous voyez les photos sur la gauche, et des moyens portuaires avec des contrats avec certains remorqueurs portuaires. Et nous disposons également de bâtiments spécialisés Rhône-et-Garonne pour intervenir en matière de lutte contre l'incendie, extinction, remorquage, enfin des moyens un peu polyvalents qui peuvent être déployés sur l'ensemble de la zone maritime atlantique. Et une dernière planche pour vous donner la physionomie des différents moyens aériens que le préfet maritime peut déployer, pour coordonner, pour agir, pour gérer un sinistre. Donc, ce sont des moyens de la marine, de la douane et de la sécurité civile. Voilà, donc des moyens étatiques, évidemment. Voilà, je crois que j'en ai fini. Je vais passer la parole à Mme Rativa Lacal, qui est chef du bureau énergie marine, développement durable, à la préfecture maritime de l'Atlantique. Bonjour. Donc, moi, je vais vous parler plus particulièrement du pouvoir réglementaire maritime dans le cadre des champs éoliens. Donc, suivante. Donc, pour d'abord parler des autorisations sur les champs éoliens, donc ce qui est la phase au moment où on dépose les arrêtés. Donc, il faut distinguer deux zones. La zone donc, en eau territoriale sur le domaine public maritime, et là, du coup, c'est le préfet de département qui donne les autorisations après avis conforme du préfet maritime. Par contre, si on se retrouve sur le plateau continental, au-delà des 12 000, donc au-delà du domaine public maritime en ZEE, c'est le préfet maritime qui est l'autorité compétente. Donc, on voit tout de suite que pour un parc éolien qui se retrouve en ZEE, il y aura deux autorités, parce qu'il y aura aussi également l'autorisation sur le CIDPM pour le raccordement du parc. Par contre, non, c'était comme là. La précédente, s'il vous plaît. Par contre, il faut bien comprendre que ce soit en DPM ou que ce soit en ZE, c'est le préfet maritime qui exerce le pouvoir de police administrative générale sur toute la zone. C'est-à-dire que c'est lui qui réglemente tout l'aspect sécurité et circulation. Suivant. Alors, dans le cas des champs éoliens, le maintien des missions du préfet maritime les missions du préfet maritime doivent être maintenues, notamment la surveillance de la navigation, la surveillance des côtes, le sauvetage en mer, l'assistance aux navires en difficulté et la lutte contre la pollution.
Donc, le fait de faire un champ éolien sur le domaine public maritime ou en ZE, peu importe, ce champ doit continuer à assurer toutes ses fonctions. Et notamment, donc, on demande aux porteurs de projet de s'assurer du maintien de la couverture radio, du maintien de la couverture radar. Et après, il va y avoir, le préfet maritime va devoir gérer la cohabitation des usages au sein du parc et aux alentours du parc. Et c'est également lui qui va être responsable de la réglementation de la navigation des usages dans et autour du parc. Il y a un point sur lequel je reviens qui est important, parce que ça dépend si on se retrouve en ZE ou en non territorial. Il faut savoir qu'en ZE, les pouvoirs du préfet au niveau de la réglementation de la navigation est plus limité. Et elle relève des organisations internationales. Suivante. D'autre part, il y a 5 textes qui encadrent la sécurité en mer autour des champs. Donc, c'est la lettre cadre de 2013. La note du 11 juillet 2016 relative aux mesures de sécurité maritime qui prend plus principalement en compte les effets des éoliennes sur les champs, sur les moyens de surveillance. La note du 27 juillet 2017, du 28 juillet 2017 sur l'organisation des usages. Alors, ce sont des notes, donc il faut bien voir, ce sont des lignes directrices qui vont aider le préfet maritime à la réglementation. La note technique du 8 octobre 2018, qui est en cours de révision, dont la nouvelle version devrait sortir cette année, relative à la gestion des opérations de recherche et de sauvetage. Et également le décret 86-606 relatif aux commissions nautiques, qui demande à ce qu'il y ait une commission nautique locale, puis une grande commission nautique locale avant la mise en place du champ. C'est un point assez important parce que les porteurs de projets devront avoir préparé ces grandes commissions nautiques avec tous les éléments qu'ils ont en leur possession pour pouvoir définir des grandes lignes directrices pour réglementer le parc. S'il vous plaît. Alors, la surveillance de la navigation et des côtes, donc il faut savoir que les éoliennes vont opérer un peu les capacités de surveillance et de communication par rapport notamment sur la détection radar. Donc, sur les éoliennes perturbent fortement les radars. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que sur les radars de surveillance des sémaphores ou des crosses, il y a des mesures de compensation et donc des radars qui sont reportés plus au large pour qu'on puisse avoir cette surveillance. Au sein des parcs, c'est plus compliqué. Il y a vraiment une perturbation des éoliennes. On nous demande également la communication radio, la VHF. Jusqu'à présent, il n'y a qu'un retour d'expérience sur le fait que les VHF soient perturbés. Seulement, on demande quand même à l'exploitant de s'assurer qu'il n'y a aucune perturbation. Le balisage du champ éolien, le balisage du champ éolien, lui, se fait selon les règlements internationaux. Et tout ça se fait au fruit du maître d'ouvrage. Et la surveillance à l'intérieur du champ, elle, va se faire avec les moyens d'État que l'on aura renforcés, mais également avec les moyens d'opérateurs, parce que pour maintenir le parc, ils ont ce qu'on appelle une cellule de coordination maritime, une Marinco. Mais ces 2 derniers points vont vous a développé le balisage par Nicolas Auger, qui est la DIR Minamo, et donc qui est responsable des infrastructures à la DIR Minamo. Mais il est là parce qu'il va aussi nous présenter le retour d'expérience qu'il a pu avoir des 2 champs qui sont en cours de construction sur la façade Namo, donc à Saint-Nazaire, à Saint-Brieuc. Et sur la surveillance des parcs et sur la façon dont c'est organisé, ce sera Jean-Baptiste Michel du Crosseter. Donc le sauvetage en mer. Selon la note de 2018, il a été demandé, il est demandé au maître d'ouvrage de mettre en place un plan d'intervention maritime. Donc en fait, c'est un plan dans lequel il explique quels sont tous les accidents, les risques d'accidents qu'ils peuvent avoir, et il faut qu'il mette en place des procédures qui soient cohérentes avec le dispositif hors sec
que vous a présenté l'administrateur général. Effectivement, le but est que le CROSS continue à assurer les missions qu'il a toujours et que, en fait, après, la communication soit la plus fluide possible s'il a besoin d'intervenir au sein d'un champ. Et que aussi, il y a toujours moyen au sein du champ toutes ces missions soient assurées de façon le plus optimale. C'est-à-dire, par exemple, que les éoliennes sont bloquées, que... Voilà. Suivante. Le maintien des usages. Alors, le maintien des usages, ça se fait, c'est quelque chose qui doit se faire avant la conception du champ. La conception du champ, il est très important qu'elle soit bien travaillée avec tous les usagers pour qu'elle soit faite au mieux pour pouvoir continuer à maintenir les usages. Donc, je sais que ça intéresse particulièrement le milieu de la pêche et que sur les champs qui ont pu être faits aussi bien à Saint-Brieuc qu'à Saint-Nazaire, les champs, comme on vous a expliqué également ce matin, les champs ont été conçus pour pouvoir maintenir la pêche sur ces zones. Donc, la conception du parc, comme je l'ai écrit, doit se faire en collaboration avec les pêcheurs. Et puis, les autres activités aussi doivent être impactées. On doit décider de diminuer la gêne le plus possible. Suivante. Et donc, la note de 2017 donne quand même les grands principes. Ce sont des grands principes qui ont été élaborés. En tout cas, les 2000 autour d'un champ étaient élaborés par rapport au retour d'expérience des champs en mer du Nord. Donc, le trafic maritime doit être éloigné de 2000 nautiques des côtes et il est interdit, ça c'est un exemple, de circuler, de naviguer dans un rayon de 50 mètres autour des éoliennes et 200 mètres autour du champ de la sous-station électrique. En fait, il faut savoir que cette réglementation, ça c'est un exemple, cette réglementation, elle est à définir au cas par cas en fonction de chaque parc, que la configuration du parc doit être travaillée avec les usagers et que les grandes commissions nautiques et les commissions nautiques locales devront aussi après définir les grandes lignes directrices de la navigation et des usages au sein du parc. Et on va pouvoir passer la main à Nicolas Auger pour une présentation sur le balisage. Nicolas, est-ce que tu nous entends? Attendez. Normalement, oui, attendez. Je vous entends, oui. Je vais essayer de partager mon écran si ça vous va. Non. Dans l'onglet sécurité. Oui, c'est déjà fait. J'attends qu'il... Normalement, c'est bon, tu peux lui dire. Alors, normalement, vous devriez pouvoir partager votre Ouais, écran. Je tente. Hein. Pour moi, c'est bon. Là. Alors, normalement, il y a bien les autorisations. Donc, la petite flèche du bas, écran partagé, non, ça ne marche pas? Ça a changé, il y a quelque chose qui a changé. Et du coup, ouais, voilà. Je pense que ça va, si c'est bon, ça devrait le faire. Voilà, je crois que ça. Voilà, c'est bon là. C'est peut-être encore mieux comme ça. C'est très bien. Ok. Donc, oui, Nicolas Auger, donc je travaille à la Dynamo, donc pas sur la zone sud-atlantique. Ce qu'on m'a demandé, c'est de faire un petit rappel de la réglementation, puis un retour d'expérience provisoire sur notre zone, puisqu'il y a un champ qui est bien avancé, puis un petit peu moins. Au niveau des textes, donc on a 2 textes internationaux de l'Association internationale de signalisation maritime qui sont presque d'utilisation obligatoire, qui ont été transposés dans un document français qui régit un petit peu la signalisation maritime des constructions artificielles en mer, ce qui inclut les énergies marines renouvelables.
Donc, les dispositifs concernés, il y en a un certain nombre. J'imagine qu'on n'est pas complètement exhaustif, mais on couvre quand même bien la gamme. Ça va des éoliennes aux hydroliennes, aux dispositifs de récupération des vagues, les sous-stations, les câbles si ça pose problème, les météorologiques, etc. Alors, le balisage, ça couvre à la fois la partie de jour, notamment la partie marque de jour, donc la couleur, principalement en balisage maritime, qu'on impose sur les dispositifs, et également de nuit, avec les feux installés sur les éoliennes, leur couleur, leur rythme, leur portée, éventuellement tout ce qui est rétroéclairage des structures et revêtement rétro-réfléchissant. Et puis, ça traite aussi des aides radioélectriques ou sonores, si jamais on estime qu'il est nécessaire d'en mettre, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, du retour d'expérience qu'on a, l'idée, c'est que ces documents ils couvrent à peu près bien les règles. Ça permet d'être aussi cohérent au niveau international. L'expérience, c'est qu'il ne faut pas en mettre trop, il faut mettre ce qui est nécessaire, mais pas plus. Parce que la tentation, c'est de transformer ces dispositifs en arbre de Noël, si je puis m'exprimer ainsi. Et sans doute, ce n'est pas optimum d'un point de vue sécurité maritime. Il faut mettre tout ce qu'il faut, mais rien que ce qu'il faut, entre guillemets. Ça couvre aussi tout ce qui est champ d'éoliennes, par exemple. Et donc, du coup, sur quelle structure faire mettre un feu, sur quelle structure ne pas en mettre. Donc là, c'est pareil, c'est à peu près bien précisé dans les guides et la réglementation française. Là, c'est pareil aussi, il faut savoir raison garder. Donc, ne pas avoir une forêt d'arbres de Noël, mais plutôt le balisage qui va bien, là où il faut, pour permettre au navigateur de se positionner avec précision. Mais il faut aussi tenir compte du contexte local, c'est-à-dire que les dispositifs vont s'implanter dans des zones qui sont déjà balisées pour la navigation qui est préexistante. Il faut savoir que ce balisage va devoir s'adapter à la présence du champ, mais aussi le balisage du champ va devoir s'adapter à la navigation. C'est tout l'enjeu de la démarche de consultation des usagers, c'est de construire un projet qui soit adapté aux besoins. Donc, la consultation des usagers, effectivement, elle est prévue par les textes. Elle comprend un avis local et un avis national. L'idée, c'est de bien caler les grands principes en amont. Souvent, c'est ce qui est fait lors de la grande commission nautique. Ça permet de caler les grands principes. Puis après, on peut regarder les détails dans les commissions nautiques locales. Un élément très important, c'est bien anticiper la phase chantier. Tenir compte de l'ordre de mise en place des structures. Ce n'est pas forcément les structures qui vont porter les feux in fine qui vont être mises en place en premier. Donc, comment est-ce qu'on signale ces structures en amont? Il faut tenir compte du fait aussi qu'il y a souvent la présence de moyens sur zone qui sont eux-mêmes très visibles et qui portent des feux. Et donc, ça joue sur la perception de la zone, éventuellement les interdictions d'accès. Il faut tenir compte aussi des aléas de chantier, c'est-à-dire que ce qui est prévu initialement n'est pas forcément ce qui est réalisé, parce qu'on va changer le phasage en fonction des conditions météo, des difficultés rencontrées. Ça nécessite aussi d'être capable de recaler les dispositifs avec un bon temps de réaction. Et puis, effectivement, il y a différentes phases, il y a les fondations, il y a les structures qui vont devenir émerger. Tout ça, c'est à prendre en compte lorsqu'on va parler de balisage de chantier. L'information nautique, c'est aussi un point important. L'idée, c'est de tenir les navigateurs informés, soit en préparatoire, soit en réalisation, sans les assommer d'informations. L'information, elle vient forcément du porteur de projet qui va mettre en place ce balisage, mais elle passe par des canaux de diffusion officiels qui font l'objet d'une instruction. Et la question qui se pose aussi dans les projets qu'on a façade Nord-Atlantique Manche-Ouest, c'est est-ce qu'on a des moyens de diffusion complémentaires à l'information nautique réglementaire? Est-ce qu'elle va toucher tous les usagers de la mer? Et puis après, la question qui va se poser, c'est la mise à jour des documents nautiques, mais ça regarde plutôt le CHOM qui va ensuite mettre à jour ces documents. L'idée, c'est de bien sensibiliser les porteurs du projet à l'importance de l'information nautique pour que les navigateurs soient prévenus, qu'ils puissent prendre leurs dispositions. Un autre enjeu, c'est la conformité du balisage, donc la conformité initiale. Une fois qu'on a décidé quelque chose, il faut s'assurer que ce qui est mis en place correspond bien à ce qu'on a décidé. Et puis le maintien de cette conformité dans le temps, c'est-à-dire que quand on a un dispositif qui est là pour plusieurs années, il faut qu'on ait l'assurance que les caractéristiques, les performances des systèmes sont maintenues dans la durée. Ça inclut notamment la disponibilité de l'aide, il faut qu'elle fonctionne avec un pourcentage de temps suffisant. L'information nautique, si ça ne fonctionne pas, puisque en mer, ça peut arriver qu'il y ait des pannes,
et un rétablissement rapide. Donc, tout ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut insister vis-à-vis des concessionnaires. Donc, pour l'instant, on n'a pas de retour d'expérience là-dessus puisque les parcs sont en cours de mise en place, quoi. Mais c'est un élément indispensable pour la sécurité de la navigation, évidemment. Et puis, on m'a demandé de rajouter une petite partie sur le balisage aérien. Alors, ce n'est pas tout à fait mon rayon, mais il y a également un texte qui couvre bien ça. Donc, à la fois la partie diurne avec les marques de jour apposées sur les dispositifs. Là, en bas, vous voyez une pale d'éolienne, mais aussi la partie nocturne et aussi le balisage diurne lumineux. Donc, tout ça, c'est prévu par un arrêté. Et puis, c'est les autorités de l'aviation civile qui gèrent cette partie-là. On s'est assuré lors de la mise au point des textes qu'il n'y avait pas de confusion entre la partie aérienne et maritime. Ce sera sans doute le cas au cours de l'évolution des projets, quoi. Voilà. J'en ai fini pour la partie balisage maritime et je me tiens à vos dispositions pour des questions maintenant ou plus tard. Merci à vous. Du coup, on va continuer avec le cross, pour la partie cross. Et après, moi, je finirai pour faire un retour d'expérience sur ce qui s'est passé ce qui se passe sur le parc de Saint-Nazaire. Alors, notez bien vos questions au fur et à mesure, hein, parce que c'est vrai qu'on va avoir pas mal d'informations et peut-être, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je découvre beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à bien noter vos questions pour qu'on puisse y répondre ensuite. C'est Jean-Baptiste Michel qui est en ligne, qui va partir sur le sauvetage. Alors, je ne sais pas si tu prends la main et le déroulement des slides. Bon, effectivement, vous pouvez soit partager votre écran, soit on le met, mais je pense que c'est mieux si vous pouvez piloter vous-même votre PowerPoint. Ok, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Allô? Oui. Je vous entends. Et vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Voilà, J'essaie juste de partager le... Alors, le bouton en bas, partage d'écran, et vous sélectionnez votre PowerPoint et normalement, ça doit fonctionner. Voilà, c'est bon. Donc, je vais vous présenter relativement brièvement le retour d'expérience qu'on peut avoir ici au Cross-Etel sur la gestion des opérations de sauvetage et d'assistance sur le parc éolien de Saint-Nazaire en particulier. Voilà, c'est le premier qui a bien avancé là en phase construction et qui est donc dans notre zone de compétence. Donc, pour rappel, le CROSS, c'est le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage qui est compétent de la pointe de Parmar jusqu'à Hendaye. Voilà, donc pour toutes les opérations de sauvetage et d'assistance en mer, donc dans le golfe de Gascogne. Alors, de manière générale, le principe général, il est le même en fait qu'on soit dans ou hors du parc éolien, c'est-à-dire que la gestion des opérations de recherche et de sauvetage, elle se fait sous la coordination du Cross-Etel. Et donc, pour le compte du DOS, là, du directeur des opérations de secours, donc le préfet maritime de l'Atlantique. Alors, la particularité, c'est que l'exploitant du parc éolien doit prévoir dans le PIM, donc le plan d'intervention maritime, tout un ensemble de protocoles pour gérer les incidents ou les accidents qui surviennent donc dans le périmètre du parc éolien ou juste à ses abords. Voilà, donc c'est notamment, on va développer un certain nombre de protocoles concernant un homme à la mer, un incendie sur une structure, une pollution, etc. Donc tous les cas doivent être prévus par l'exploitant. Et comme cela a été expliqué tout à l'heure, le PIM doit être compatible avec l'organisation de l'ORSEC et il est signé par le préfet maritime. Excusez-moi, je vous coupe juste une seconde. Est-ce que vous croyez que vous pouvez mettre votre PowerPoint en, je dirais, format plein écran? Parce que là, on ne voit pas très, très bien. Voilà, merci. C'est mieux? Oui.
Alors, juste, donc, en cas d'opération de SAR ou MAS, donc, le SAR, c'est le sauvetage et la recherche. Le MAS, c'est l'assistance. L'alerte, elle peut provenir, donc, dans le parc éolien, elle peut provenir des navires sur zone, donc, notamment des navires en phase construction et qui travaillent sur le champ éolien et qui peuvent contacter directement le CROSS. L'alerte peut également provenir des personnels qui sont sur les structures fixes. Donc, ça concerne notamment tout ce qu'on appelle les pièces de transition ou les éoliennes lorsqu'elles seront montées et qui ne sont donc pas des navires à proprement parler. Et donc là, en phase de construction notamment, les personnels chargés qui sont sur ces structures-là, qui pourraient nécessiter un secours, contactent les navires de rattachement qui les ont en fait amenés sur la structure et qui vont contacter le CROSS. Et enfin, la coordination maritime, donc on appelle aussi CCM ou Marinco. Donc c'est la cellule de coordination maritime, alors qui aujourd'hui est basée à Saint-Nazaire et qui est une structure ad hoc créée par le parc, relaie l'alerte vers le CROSS. Voilà, donc j'y reviendrai un petit peu plus tard sur ce que cette coordination maritime peut apporter pour le CROSS. Donc, les vecteurs d'alerte habituels sont les vecteurs d'alerte en mer qu'on rencontre, qu'on utilise tous les jours, nous, au CROSS, que ce soit le canal 16, la téléphonie fixe ou la téléphonie mobile sur le numéro d'urgence du CROSS, donc le 196. Alors, quels moyens peuvent être engagés par le CROSS? Alors, c'est, comme je disais, la même règle pour quel que soit le lieu de l'opération, sur toute notre façade de notre zone de compétence. C'est tous les moyens qui sont jugés utiles par le CROSS, pour le CROSS, jugés utiles à la gestion de l'opération qui sont utilisés. Donc, le CROSS va notamment privilégier, en particulier en phase construction, et c'est un petit peu le rétexte que nous avons, le retour d'expérience. On s'appuie sur les navires qui sont déjà sur zone, donc que ce soit pour la recherche, pour les transferts de personnes de navire à navire, ou les récupérations de personnel sur les structures fixes, notamment en utilisant les CTV, donc c'est les Crew Transfer Vessels. Donc c'est les navires qui transportent en fait les travailleurs du parc éolien depuis le port de Saint-Nazaire, donc sur les structures fixes. Voilà, donc ces navires particuliers, je vous montrerai une photo tout à l'heure, ils sont faits vraiment pour travailler sur ces parcs. Ils ont la possibilité en fait d'accoster entre guillemets sur les structures fixes. Voilà, donc tout ce qui va dépasser de la colonne d'eau, si vous voulez, et qui va permettre qui va permettre au personnel de monter sur les éoliennes en construction. Et sinon, on va engager les moyens habituels dans le cadre des opérations de sauvetage, donc des moyens publics de l'État, mais également des moyens privés, et notamment ceux de la SNSM dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pour la cellule de coordination maritime, donc il y a plusieurs appellations, Marinco pour les anglophiles et ou CCM pour les francophiles. Donc, cellule de coordination maritime peut apporter donc des informations précieuses pour le CROSS pour l'aider à mieux gérer l'opération. Alors, petit rappel, donc la cellule de coordination maritime, aujourd'hui, qui est basée sur Saint-Nazaire, donc pour le parc éolien de Saint-Nazaire, a une mission de coordination logistique des navires qui sont engagés, donc, notamment dans cette phase de travaux, sur le parc éolien. Et une mission de surveillance des activités maritimes qui sont dans le parc et à proximité de celui-ci. Donc, ils font tout un suivi, notamment des personnels, des allées et venues des personnels, et puis des navires qui travaillent sur ce champ. La cellule de coordination maritime peut fournir au CROSS en temps réel donc, ces informations donc sur les travailleurs, les personnels qui sont présents dans le parc,
et sur leur localisation. Voilà. Et puis, ils vont vérifier notamment, et ça c'est... ils vont vérifier que les personnels ont bien les aptitudes requises pour travailler dans tel ou tel endroit du champ. Par ailleurs, le centre de coordination maritime peut fournir la localisation des navires qui travaillent pour le projet sur site. Alors normalement, la plupart des navires, voire la totalité d'entre eux, sont équipés d'AIS, donc ils sont aussi visibles par le CROSS et par le sémaphore voisin d'ailleurs. Également, fournir au CROSS des éléments d'informations sur les équipements de secours spécifiques qui sont disponibles sur chaque navire, sur chaque structure, ou des équipements de secours spécifiques personnels, voilà, que ce soit des MOB AIS ou des PLB, enfin en tout cas des équipements individuels de localisation en cas de chute à la mer, par exemple. Voilà, donc le parc et la cellule de coordination maritime peut fournir ces éléments. Et enfin, et c'est presque le plus important finalement, la cellule peut demander à arrêter les éoliennes, donc à arrêter le fonctionnement des éoliennes quand elles seront en fonctionnement, en cas d'intervention, notamment par des moyens hélicoptères, par exemple, en cas d'intervention sur le parc. Voilà, donc c'est par le Marineco qu'on va passer, nous, le CROSS, pour demander l'arrêt des éoliennes pour faciliter la gestion des opérations de secours. Voilà, donc sachez d'ailleurs qu'il est possible de délitreiller une personne sur une éolienne. Il va falloir qu'on mette les pales dans une position précise, soit en Y, soit en T, pour que les pales ne bougent pas lorsque l'hélicoptère viendra treuiller la personne. Alors, pour le parc éolien de Guérande, quelques éléments d'information complémentaires. Donc, c'est un centre qui est armé H24, 7 jours sur 7. Il y a 3 coordinateurs qui se relaient donc, par quart. Et notamment, donc, en journée, c'est alors dans l'organisation actuelle, un francophone en journée et un anglophone la nuit. Voilà pour l'organisation. Et ils disposent également des fréquences UHF ou VHF donc, qui sont prévues pour le fonctionnement, enfin pour la phase construction. Et on a également à disposition de nous, CROSS, d'autres contacts, notamment l'astreinte opérationnelle d'EDF Renouvelable et éventuellement les autres contacts à terre qui sont inscrits, eux aussi, dans le plan d'intervention maritime. Alors, vous avez ici sur la diapositive un petit retour donc, sur l'année 2021. Donc, en fait, on a enregistré 14 événements sur le parc éolien de Saint-Nazaire. Donc, vous avez la localisation ici, donc la localisation à l'origine de l'alerte. Donc 14 événements qui ont concerné deux personnes blessées et 109 personnes en tout. Voilà, donc ce qui était intéressant, c'était le retour sur les typologies d'opérations. Vous avez à peu près 60%, ça concerne de l'assistance médicale, 28% sur des situations indéterminées. Alors, c'est notamment des opérations qui ont porté sur des fausses alertes liées aux fameux équipements individuels de localisation et d'alerte dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est notamment des balises qui sont dans certains gilets de sauvetage et qui parfois se déclenchent toutes seules et qui donc, comme ce sont des équipements des équipements qui nous qui pour nous entraînent l'engagement potentiellement de moyens et en tout cas une levée de doute par le CROSS. Nous, on ouvre systématiquement des opérations sur ces types d'alertes. Et puis enfin, des avaries de propulsion, voilà, 15% des opérations. Voilà pour les ratios. Et enfin, pour que ce soit un petit peu plus imagé,
vous avez donc différents types de navires qui évoluent et qui travaillent dans le parc de Saint-Nazaire actuellement. Alors, tout en haut, vous avez ces fameux navires là, qui travaillent et qui en fait montent les structures. Et en fait, ils ont la possibilité de monter sur des pieux, et on appelle ça le jack-up. Voilà, donc le navire a vraiment la possibilité de monter au-dessus du niveau de la mer et de travailler pour monter ces structures fixes. Et on a des navires comme celui-ci qui travaillent également pour l'installation des structures. Et le Fureur-Jet ici, c'est un navire qu'on appelle le navire de garde, qui lui fait de la surveillance dans le parc éolien pour surveiller les entrées et les venues, et qui peut très facilement contacter le CROSS, voilà, puisqu'il veille, comme tous les navires, le canal 16, le canal de détresse. Et puis enfin, vous avez les fameux CTV dont je parlais. Là, vous avez un exemple là, sur le Green Waves. Donc, c'est les navires de transport de travailleurs qui font pas mal la navette entre le port et le parc éolien pour déposer et ramener les travailleurs sur le parc. Voilà, donc ces navires, encore une fois, ils ont la possibilité de se mettre d'accoster sur les structures fixes du parc. Voilà, ce que ne peut pas faire un canot de la SNSM, par exemple. En tout cas, il ne pourra le faire que si les conditions de mer sont extrêmement calmes. Mais voilà, en tout cas, le mot d'ordre ici au CROSS, c'est vraiment d'utiliser les navires sur zone pour gérer les opérations et utiliser les navires les plus adaptés voilà, à l'opération. On était plus là, non? Il Est-ce que les C'est bon, gens là. vous entendent C'est bon. maintenant? Je vais vérifier. Est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bah, alors, je vais vous donner mon micro. Non, je pense que c'est moi qui n'ai pas dû. Bon, alors donc je parlais je sais plus, donc le retour d'expérience quand même sur la construction du parc de Saint-Nazaire. Donc dans le cadre du cahier des charges de l'appel d'offres numéro 1, il y avait possibilité de créer des groupes de travail. Et sur Saint-Nazaire, ils ont choisi de créer plusieurs groupes de travail, donc notamment le groupe de travail pêche. Grâce à ce groupe de travail, donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment la configuration du parc et aussi des études donc, pour la configuration du parc telle qu'il a été créé. Et également, le retour d'expérience des usagers de la mer, que sont les pêcheurs, ont permis aussi de mettre en place certaines études pour pouvoir après faciliter le retour de la pêche dans le parc. Il faut savoir que sur le parc de Saint-Nazaire, la pêche sur cette partie-là, c'était surtout des aires dormantes. Donc ça, c'était la première partie. Il y a eu également la grande commission nautique. Pour préparer la grande commission nautique, le parc le lauréat avait fait des études, une analyse de risque très précise de
donc des usages sur le parc et donc des risques que pouvait avoir la mise en place d'un champ éolien sur cette zone-là. Et grâce à ces études, à cette concertation et tout, la grande commission d'éthique a établi des grandes lignes pour la réouverture en phase des travaux et en phase d'exploitation. Diapositive suivante. C'est dans le cadre je voudrais préciser que le groupe de travail pêche pour le parc de Saint-Nazaire, très souvent, c'est le COREPEM et les porteurs de projets RTE et EDF et le parc la société du parc de Borne-Mirande qui les convoquaient et l'État n'était là n'était que invité. On n'intervenait pas beaucoup. Mais ils ont mis en place, du coup, grâce à ça, il y a eu beaucoup de discussions et ils se sont mis d'accord sur la façon dont ils voulaient travailler pendant la construction du parc. Donc, nous, après, on a travaillé avec le COREPEM et surtout avec les porteurs de projets par rapport à ce dont vous avez parlé avec les pêcheurs. Pour RTE, donc on a déjà parlé ce matin, ils nous ont bien présenté, c'est quelque chose qui a été fait. L'objectif, c'était que le temps d'interdiction de pêche sur la zone soit le plus court possible. Donc on a travaillé vraiment, on a sorti un arrêté pour fermer une zone. Des fois, l'arrêté ne tenait que 3 jours parce qu'ils avançaient très très vite. Et on a réouvert, pareil, on pouvait rouvrir une petite zone tous les 3 jours parce que, en fonction de l'avancée. Donc, ça a vraiment été un travail au millimètre, vraiment un travail d'orfèvre qui a été fait pour ce raccordement. Et la zone a été en tout fermée, si je ne me trompe pas, de septembre à fin octobre. Et après, il y a eu juste quelques petites zones qui ont été interdites jusqu'à ce qu'ils aient fini de réparer le parc. Pour la construction du parc, ils se sont mis ils ont travaillé, c'est une phase auquel la préfecture maritime et les services de l'État, je ne pense pas, n'ont pas participé, mais donc ils ont choisi de faire de travailler par cadran. Et donc, nous, on est juste arrivé pour pouvoir, après, faire les arrêtés. Il y a eu une demande spécifique, donc là, c'est diapositive suivante, s'il vous plaît. Il y a eu une demande spécifique de la part du comité des pêches, c'est que le port de la Turballe, qui est au nord de la zone, les navires de pêche voulaient traverser le parc pour pouvoir éviter de le contourner, pour juste traverser le parc. Donc, ça met en place un protocole. Il devait avoir une formation, un AIS, une certaine vitesse, demander l'autorisation au Marico de pouvoir passer. Et il ne pouvait passer que dans certains couloirs. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est que du coup, le parc a été réglementé en cadran. Fin avril 2021, on a fermé le cadran nord-est. Mi-août 2021, le cadran nord-est et sud-est. Là, on est dans la situation où les trois cadrans sont fermés. Le parc n'est toujours pas complètement fermé. Il sera fermé, je pense, au mois de mars-avril. Et les couloirs jaunes qu'on voit sont les couloirs par lesquels les navires peuvent passer. Et donc, en fait, les navires de pêche ou les navires professionnels qui ont suivi une formation spécifique et donc ils doivent demander l'autorisation et donc ils sont sur une liste de navires qui ont le droit de traverser. Ils ont cette formation et ils ont un ADS. Et donc ça leur évite. Donc après, donc oui, du coup j'ai anticipé mon discours sur justement la création de ces 2 corridors c'était assez spécifique. C'est la première fois que ça s'est fait dans une construction de parc au monde, a priori, de ce que nous pouvons, autour d'expérience que nous a fait la société du Borne-Mirande. Et donc, les pêcheurs, enfin les usagers ne peuvent traverser le parc uniquement s'ils ont l'autorisation du Marico. Je n'ai pas de contacter l'ARDH.
Après le retour d'expérience qu'on peut avoir, ça a bien fonctionné, les arrêtés ont bien fonctionné, la communication de la société du parc du Bol-Garand a bien fonctionné. Les quelques cas où on a eu des navires qui sont arrivés sur la zone sont surtout des navires de plaisance, en grande plaisance, qui ont un pilote automatique et qui arrivent sur le parc à ce moment-là. Et donc là, la dernière slide, donc là maintenant, on est en train de réfléchir sur les modalités de l'ouverture du parc à tous les usagers. Donc, on a la note technique de 28 juillet 2017 dont j'ai déjà parlé, la grande commission nautique de 2015 et ses grands principes. Mais comme vous voyez, elle a eu lieu en 2015, donc ça fait 7 ans. Le plan d'intervention maritime qui est, lui, sur lequel il va falloir travailler. On a un plan d'intervention maritime pendant la phase travaux, mais il va y avoir un nouveau plan d'intervention maritime pendant la phase d'exploitation. Et on est en train d'engager, on a commencé à engager des concertations avec tous les usagers. On a commencé à faire des concertations avec chaque type d'usager. On a très, très bientôt une concertation avec les pêcheurs. Et on va clôturer en fonction de ces concertations, on pourra y revenir souvent, on fera une commission d'éthique locale pour pouvoir réouvrir le parc et réglementer les usages en phase d'exploitation. Pour l'instant, rien n'est vraiment fermé, sachant quand même que nous avons quand même les grandes lignes directrices des grandes commissions nautiques. Et je vous remercie, nous sommes ouverts à toutes les questions. Alors, j'espère qu'on m'entend bien sur le Zoom. Merci à tous pour ces présentations relativement denses. Voilà, alors moi qui ne suis pas dans la partie maritime, beaucoup de choses m'ont échappé, mais j'espère que du côté notamment des pêcheurs, vous avez pu suivre tout et tout comprendre, ou en tout cas au moins avoir quelques questions qui se manifestent suite à ces présentations. Alors, est-ce qu'on a des réactions, des questions dans la salle? Petit moment de solitude. Oui, merci Monsieur Michaud. Tout ce qui nous a été présenté pour la sécurité et la pratique à l'intérieur d'un parc, je pense que naturellement, elle est très beau que ça soit de jour comme de nuit. Oui. On n'a pas, pour l'instant, on n'a pas distingué ni de jour ni de nuit. C'est après, si on se rend compte qu'on doit séparer, on séparera de jour et de nuit. Ok. Oui, c'était plus une remarque, du coup, parce qu'on parlait des limitations maritimes, je crois, dans votre première présentation. Une simple remarque sur la limite des 20 000, du coup, qui est importante dans le cadre de ce débat. On en a parlé plusieurs fois, la limite des 20 000, du coup, qui Alors, en fait, la limite des 20 000... poser la question. Voilà, et cette limite des 20 000, du coup, elle n'est pas officiellement tracée. On va dire que c'est une limite approximative qu'on calcule par rapport aux limites officielles, soit des 12, soit des 24. Et en fait, c'était simplement pour dire que nous, celle qu'on a en interne ne correspond pas à celle qui est présentée notamment dans les cartes de scénario de la commission du débat public. Voilà, c'est juste une petite alerte. Comme je sais que c'est une limite approximative, si on pouvait éventuellement se la partager entre maître d'ouvrage et nous, ça serait peut-être facilité. Parce que dans la carte des scénarios, elle apparaît en fait en dehors de la macro-zone d'études. Et nous, la zone qu'on a en interne, en fait, les 20 000 sont inclus dans la zone d'études. Alors, en fait, ce que je voulais vous préciser, c'est que la zone des 20 000 que vous avez, c'est la zone de la troisième catégorie de navigation des navires, qui n'est pas liée aux limites de la Convention de Montego Bay, qui dit les 12 000, avant les 12 000, c'est territoire national, c'est le niveau de ce qu'on a le droit de faire sur les zones. La troisième catégorie, c'est là jusqu'où le navire a le droit d'aller. Mais effectivement, de toute façon, c'est quelque chose qui pourra être... après, c'est des usages. Le navire, il a le droit d'aller à 12 000, 24 000. C'est plus par rapport aux arrêtés et aux autorisations pour le porteur de projet que la ligne des 12 000 et des 24 000, des 12 000 est importante. C'est parce que ces autorisations, dans un cas, elle sera, si c'est en deçà de 12 000, elle sera portée
par le préfet de département. Si c'est au-deçà des 12 000, elle sera traitée par le préfet maritime. C'est juste pour ça. Pour le reste, ça n'a pas de... J'entendais en termes de répartition des compétences, c'est juste pour être au clair sur les cartographies qui sont accessibles au grand public, en fait. Parce que l'enjeu pêche est souvent défini par cette limite-là, dans beaucoup d'informations et de réunions publiques. Voilà, qu'on puisse avoir une limite qui soit claire de tous les côtés. Merci. Merci. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais quelques questions, si on pouvait revenir sur les slides du départ, parce que vous en avez déroulé tellement. Vous avez parlé du document stratégique de façade, et justement, là, pour avoir participé aux commissions lien intermer, économie de la mer, en commission permanente, il y avait une chose qui m'étonnait, c'est que dans le document stratégique de façade, on parle de perturbation, alors que le ministère de l'écologie, lui, donne des dérogations pour la destruction d'espèces protégées ou en voie de disparition. Donc indirectement, je voulais juste que ça soit noté. Ensuite, en cas d'accident, si jamais on a eu des précédents, après s'il y a un accident dans le parc ou deux, bah, ça sera forcément une fermeture. Non? Je crois qu'il faut, sur ces questions d'anticipation d'accident ou pas dans un champ éolien, il faut être pragmatique. Actuellement, en France, on n'a aucun champ éolien en exploitation. Alors, évidemment, je comprends la crainte des professionnels de la pêche, de se dire, le jour où on aura un événement de mer dans le champ, l'autorité administrative va nous interdire la pratique de la pêche. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous avez un événement de mer, bien souvent, il y a plusieurs enquêtes qui sont conduites. Une enquête de gendarmerie s'il y a des blessures ou mort d'homme, et puis vous avez une enquête technique qui est conduite par le bureau enquête accident mer, qui regarde un petit peu quels sont le fait générateur de cet accident pour essayer de remédier effectivement d'un point de vue technique. Effectivement, moi je ne sais pas, j'espère que nous n'aurons pas d'accident dans les champs éoliens. Tout va dépendre effectivement de la discipline des professionnels de la pêche dès lors que le préfet maritime aura fixé des règles du jeu, des règles de navigation, des règles d'usage. Et si effectivement un navire croche la drague à coquille dans un couloir de navigation, il n'y a pas forcément de lien entre l'événement de mer et l'objet parc. Donc il faudra regarder finement quel sera le fait générateur de l'événement de mer avant, le cas échéant, de restreindre les usages. Non, mais je ne vous parle pas que des pêcheurs. Moi, je vous parle des navigants. En général, on a eu assez récemment le Grand Bay américain qui a coulé à 200 000 des côtes. Il ne faisait pas beau. En cas de mauvais temps, on peut s'apercevoir qu'il n'y a eu aucune intervention possible. Aucune intervention possible des secours, et la pollution s'est arrêtée à 25 km de nos côtes. Si les vents n'avaient pas tourné, ça aurait été pollué. Donc, je ne parle pas que des pêcheurs, il y a des tankers qui passent, il y a des céréaliers, il n'y a pas que des acteurs de la pêche qui passent là. Donc, ça veut dire que le milieu, il sera souillé. Et quelles sont les interventions, quels sont les protocoles? Parce qu'au vu du volume de tous ces bateaux qui passent au large, et même là, qui passent même dans les parcs, puisqu'ils passent en terre de la Matte, aux Roches et Huit, enfin en plein dans le parc qui est dessiné là. Si ça arrive, parce que ces bateaux-là tombent aussi en panne, vous le savez très bien, on a eu aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, le Rokia del Mas, qui est tombé en panne dans le Pertuis, il a fini à l'île de Ré. Donc là, comment ça se passera? Ce sera nos côtes qui seront souillées et nos activités remises en cause. Je peux peut-être vous donner quelques éléments d'appréciation. Bon, effectivement, actuellement, il n'y a pas de parc installé à Oléron et il y a un trafic maritime qui circule sur la zone pressentie pour installer un parc. C'est ce que vous dites. Dans les différents appels d'offres, il est prévu de modifier les routes de navigation pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre l'objet industriel parc et les routes de circulation des navires de commerce. Donc, dès lors qu'un parc éolien est installé, il n'y a plus de circulation de navires de commerce d'une certaine longueur dans le parc. C'est l'objet de l'instruction de la direction des affaires maritimes qui prévoit un certain nombre de lignes directrices pour permettre au préfet maritime d'ajuster
les règles de circulation. Il est hors de question qu'un tanker circule dans un parc éolien. Et toute la finalité, ce sera de demander au préfet maritime de réglementer les distances par rapport aux structures périphériques d'un parc éolien pour dévier le trafic commercial. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de risque de collision avec un objet éolien, mais simplement, nous allons produire une analyse de risque, le lauréat va produire une analyse de risque et nous prendrons des mesures correctives pour dévier les trafics maritimes qui pourraient générer des événements de mer. Vous savez, je n'avais même pas imaginé que les tankers allaient passer devant les éoliennes. Hein. Moi, dans ma tête, c'était bien le fait qu'ils passent au large. Si jamais ils passent au large, qu'est-ce qui se passe s'ils tombent en panne? Voilà. Après, la question à se poser, c'est pourquoi dans tous les autres pays, la pêche est interdite et la navigation aussi. À part dans le parc de Tanette, que la pêche est autorisée, sinon après, je vois pas, apparemment, tous les pêcheurs, la journée de pêche qu'on a fait avec des pêcheurs étrangers, ils l'ont tous dit. Hein. Je répondrai peut-être au dernier point. Donc, en fait, les premiers parcs qui ont été construits aussi bien en Angleterre qu'aux Pays-Bas n'ont pas été conçus du tout pour pouvoir circuler, pour pouvoir naviguer, pour pouvoir pêcher à leur sein. C'est leur retour d'expérience qui fait qu'ils ont après concerté et la disposition des éoliennes ont été mises de telle sorte que la pratique de la pêche puisse s'y faire. Et autrement, pour répondre comme un navire actuellement sur la circulation des tankers ou sur le trafic maritime, la réponse de l'État sera la même avec un champ éolien que sans champ éolien. C'est-à-dire que s'il y a un navire qui tombe en panne, qui risque de générer une pollution, on met tous les moyens en place pour éviter cette pollution. Ouais, ben c'est pas de nature à m'assurer, je vous rassure tout de suite, hein, parce que si le bateau il tombe en panne à 35 000 ou à 40 000, ben, il a 40 000 de la côte, donc pour intervenir, s'il a des éoliennes à 20 000 et qu'il se met dedans, ben, il y a 20 000 de distance pour intervenir. Quand on sait qu'il y a des semaines de mauvais temps, on a vu le Grand américain, il a dérivé pendant je ne sais pas combien de temps, et puis quand il ne fait pas bon, on peut rien faire. Je n'avais pas fini, peut-être. Mais vous avez fait beaucoup de slides. Ah oui, au niveau de la répartition, parce que vous avez parlé de l'OFV, j'aurais voulu savoir par contre, en ZEE, au large, comment était la répartition, puisque on n'a pas eu de précision là-dessus, si l'OFV percevait de l'argent et combien, parce que ça me semblait un petit peu particulier. Là, je n'ai pas du domaine de la préfecture maritime. Je pense que c'est. Essayez de trouver quelqu'un pour y répondre. Je pense que non, c'est pas vous non plus. Si. Je n'ai pas la... Merci. Bonjour, je n'ai pas la réponse pour le moment. Simplement, effectivement, il y a eu une extension de la taxe en ZEE par l'article 101 de la loi de finances 2022. On sait que les fonds serviront notamment à la protection de la biodiversité et à la pêche durable, mais pour l'instant, il n'y a pas de spécificité donnée au-delà du fait que ce soit passé en recueil. Monsieur Wall, avant que vous posiez la prochaine, je vais en poser une qui est sur le chat parce qu'il faut qu'on alterne, sinon ce n'est pas très équitable. Donc sur le chat, donc on avait une question sur savez-vous combien il y a eu d'accidents recensés dans les parcs éoliens en Europe du Nord? Est-ce qu'on a une vague idée ou est-ce que c'est quelque chose de fréquent, pas fréquent? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Honnêtement, très honnêtement, je pourrais répondre à cette question si vous la posez, la question dans le cadre du débat public, parce que je n'ai pas les chiffres en tête. On a les chiffres, mais je ne les ai pas. Les pêcheurs anglais ont déjà répondu pour vous. Ils ont dit que dans le parc de Tanette, il y avait déjà eu 2 accidents. Parfait. Alors là, on a peut-être, nous, Commission nationale du débat public, à interpeller la personne qui a posé cette question, voilà, pour lui dire de la déposer sur le site questions-réponses du débat, de manière à ce que l'État puisse proposer
une réponse. Je vous laisse poursuivre du coup. Oui, je voulais juste savoir, parce qu'on nous a parlé de MOB et de PLP. Bon, ben oui, les professionnels, pour la plupart, sont équipés de ce type d'équipement. Par contre, les plaisanciers n'en sont pas équipés. Donc, indirectement, c'est aussi bien évident. Ce n'est pas que des pêcheurs. Mais je pense qu'à un moment donné, on est là pour veiller à la sécurité de tous, quoi. C'est le rôle du prémat, je pense. Donc, comment ça se passe pour eux? Alors, avant que vous répondiez, je crois qu'il y a vos collègues de la BIRM qui souhaitaient faire une intervention, donc on va peut-être les laisser répondre. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi des intervenants en ligne. C'était simplement, mais ça rejoint un peu la question sur la première question sur le balisage de nuit et de jour. Pour dire qu'effectivement, on prévoit le jour et la nuit, mais en fait, on prévoit aussi la visibilité 95% du temps pour le balisage de nuit, ce qui fait que dans la conception du dispositif de signalisation maritime, on intègre des conditions météo dégradées, mais on sait aussi que tous les usagers sont pas, je vais faire le lien avec la dernière question, que tous les usagers ne sont pas équipés pareil, notamment quand il fait très mauvais, et ben, les pêcheurs ont leur radar et ça leur permet d'avoir une information complémentaire que les autres n'ont pas. Donc clairement, en fonction de la nature des usagers et de la manière dont ils vont fréquenter le parc, ça va induire une réponse différente en termes de signalisation maritime et sans doute aussi de réglementation, j'imagine, mais là, je laisse la préfecture maritime confirmer ou pas. Voilà, donc là, on a une question qui est intéressante sur l'équipement nécessaire finalement pour être en toute sécurité en navigation aux abords du parc ou dans le parc. Maintenant, on a des photos, comment dire, de pêcheurs bretons où les radars dans les parcs éoliens, dès qu'il ne fait pas beau, vous ne voyez rien du tout. Ça fait des zones d'ombre, ça fait de la réflexion et le radar est totalement inefficace. Par contre, en temps de brume, la signalisation de jour, elle ne fonctionnera pas, et puis de nuit, pas beaucoup plus. Parce que quand vous ne voyez pas à 5 mètres, vous ne voyez pas à 5 mètres. Donc, on va peut-être laisser M. Dalbian réintervenir, vous le souhaitez? Ouais. Je suis d'accord avec vous, quand il fait vraiment très mauvais, on a du mal à voir. Et quand les conditions météorologiques sont vraiment très dégradées, ben même le radar, ce n'est pas toujours suffisant, mais c'est une vérité générale en mer également. Et donc, du coup, il faut aussi étudier les moyens alternatifs. J'en ai parlé vite fait, mais le revêtement rétro-réfléchissant avec les projecteurs, ça peut faire partie des solutions. Même s'il n'y a pas de solution parfaite, il y a des conditions dans lesquelles voilà, il est plus compliqué de naviguer, de se positionner que d'autres, et c'est une réalité, et en fonction du type d'usager, il y en a qui sont plus ou moins bien armés pour ça, et c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. Donc on peut travailler à améliorer les choses, mais il restera toujours une marge de difficulté, ça c'est certain. Alors, ok, merci beaucoup. Je vais juste vous renvoyer une question, M. Roule, puisque du coup vous avez fait réagir un internaute. Donc, vous indiquez qu'il est interdit de pêcher dans les parcs en Angleterre, mais qu'il y a déjà eu 2 accidents dans le parc de Thanet. C'est possible de clarifier, car c'est contradictoire. Mais il n'y a que dans le parc de Thanet où ils ont le droit de pêcher. Voilà. Exclusivement dans ce parc-là, et il reste très très peu de bateaux, notamment des casières. C'est ce qui nous a été expliqué. C'est enregistré dans la journée de la CFDP. Le monsieur pourra aller vérifier. C'est sur le site. Il n'y a pas d'agression particulière. Le monsieur voulait juste clarifier le propos. On voit ça comme une agression. Alors, on a le CROSS également qui va peut-être pouvoir apporter des éléments d'éclairage sur la question que vous posiez, j'imagine, sur les équipements et tout ce qui est visibilité. Oui, c'était pour compléter ce qu'a dit la DIRM. On est le fait que effectivement, les plaisanciers ils sont globalement moins équipés que les pêcheurs pour l'alerte, pour donner une alerte ou voilà, pour que ça génère une opération de sauvetage par le CROSS. Mais comment dire, il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens que les SART ou les MOB AIS pour être alertés par le CROSS. Et le premier d'entre eux, c'est la téléphonie. Donc, voilà. Et le CROSS ne gère pas les opérations de sauvetage uniquement avec un radar ou avec
ou avec d'autres équipements autres que celui de la téléphonie pour 90% des opérations sur des plaisanciers. Les opérations elles vont se faire à partir d'un appel téléphonique. Et par contre, on va pouvoir s'appuyer sur le parc, sur le Marinco, pour pouvoir nous apporter des éléments de réponse, notamment en contactant les navires sur zone. Mais je dirais que c'est ce qu'on fait tous les jours, qu'on soit dans le parc éolien ou pas. Voilà, donc si vous voulez, d'ailleurs, à ce sujet, les SART et les MOB AIS ou les PLB, c'est un vrai sujet parce que ces équipements sont extrêmement sensibles et ils sont source de fausses alertes très nombreuses pour le cross. Voilà, mais en tout cas, pour la question des plaisanciers, c'est celle-ci. Et puis pour les pêcheurs, d'ailleurs, les navires qui font moins de 12 mètres peuvent n'être équipés ni du VMS ni de l'AIS. Donc la question se posera de la même manière pour le cross, on ne les verra pas forcément sur nos écrans. Et l'opération pourra aussi être gérée par téléphone ou par un autre moyen. Voilà, donc je dirais que ce n'est pas vraiment un sujet, en tout cas, sur la plaisance du point de vue du cross. Pour votre information, la téléphonie, vous savez, les marins pêcheurs, ils ont aussi le téléphone. Et dans le meilleur des cas, quand il fait beau, ça porte à 12 000. Et c'est plus souvent 8 000 que 12 000. Donc, ils ont aussi le droit de naviguer jusqu'à 20 000, suivant le type d'équipement qu'ils ont. Donc, voilà. Mais je tenais juste à vous dire aussi qu'en temps de brume, la plupart du temps, il fait très beau. Donc, il n'y a pas de vent, la brume est stagnante. J'avais deux ou trois autres questions. Vous nous avez parlé que les éoliennes, se mettaient en T en cas de vent, en cas de on avait la possibilité de pouvoir tourner les pales. Non, parce que, étant donné qu'il y en a une en Vendée là, qui est tombée il n'y a pas longtemps, comme elle était gérée par électronique en Allemagne, le gars avait oublié de la tourner, elle était toute neuve, je crois qu'elle avait une semaine de mise au point, et le gars l'a oublié, elle est tombée. Donc, c'était juste, je voulais savoir le mode de gestion, par qui c'était fait. Parce que là, en l'occurrence, toutes celles qui étaient mises à terre, elles étaient gérées par électronique. Et donc, ça me semble assez important quand même. Alors, je ne sais pas qui peut répondre à ça. Non, je ne vais pas y répondre parce que je pense que la question s'adresse à un opérateur. Alors, actuellement, on n'a pas d'opérateur sur le futur champ qui se fait de l'Héron. Simplement, non, le positionnement des éoliennes en Y ou en alpha, c'est une possibilité qui est offerte au cross lorsqu'il va coordonner une opération de sauvetage, de demander un arrêt des pales dans une certaine position. Alors, alpha, la pointe, l'éolienne en haut et les deux pales pour une intervention, je crois que c'est aérienne. Et dans le sens Y inversé sur l'approche d'un navire en position proche de la structure de l'éolienne. Et c'est pour permettre effectivement l'approche d'un hélicoptère ou d'un navire qui va porter assistance à une personne. Bon. Le cross demande à l'opérateur, par le biais de son centre de coordination, de stopper l'éolienne pour qu'elle soit en position arrêtée dans l'une des deux positions que je cite. Sur la question de la maintenance, j'avoue que la question que vous posez, il faudrait la poser à un opérateur éolien. Non, je cite juste des précédents. J'en avais une autre. Il y avait une question sur le parc de Saint-Nazaire. On a vu qu'il était fermé par tranche, ce que vous avez expliqué. Et donc, ce que je m'étonne, c'est que pendant la phase de construction, quand il est en train de forer un bout et puis que 4000 plus loin, c'est le premier monopieux qui est enfoncé, comment ça se fait que c'est interdit sur 2 ou 3 rangées? Parce que pour l'instant, il y a un arrêté, de fermeture, mais il n'y a pas, c'est pas spécifié dans l'arrêté que ça sera obligatoirement une ouverture après. Il n'y a pas de limite dans le temps, semble-t-il. Non, pour l'instant, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le navire, le champ se construit, il y a le navire innovation qui vient forer, qui met un pieu. Et comme ça, il continue et il va mettre les pieux sur la zone.
Mais en même temps, il y a un autre navire qui arrive et qui tranche, qui vient mettre le câble entre les deux éoliennes. Donc, en fait, toutes les parties sont travaillées en même temps. Et à partir du mois de mai-juin, il y a un troisième navire qui va arriver et qui va mettre l'éolienne. Et là, à partir de mai-juin, il va y avoir la première éolienne qui va commencer à être en fonction. Donc, en fait, si les zones sont fermées, elles ne seront ouvertes que quand les éoliennes seront mises en place. Et la réouverture se fera pareil par cadran, par cadran ou tout en entier quand toutes les éoliennes seront mises en place. Parce que c'est comme ça, en fait, que le porteur de projet EDF et que le Corepen et que ils ont travaillé pour pouvoir utiliser l'espace au mieux pour leurs travaux et pour gêner le moins longtemps possible des usagers. Merci. Qu'est-ce que je veux dire? J'avais une petite question. Comme vous nous avez parlé de ces jolis petits bateaux, il y a aussi des précédents sur la pollution qui sont générées par ceux-ci. En baie de Saint-Brieuc, il y a eu 2 pollutions consécutives. Et là, c'est pareil, des grosses pollutions. Ensuite, oui, on va y répondre quand même. allez-y. Vous n'êtes pas allé au bout de votre question. Vous avez dit qu'il y a eu 2 pollutions, mais vous avez été évasif. J'aimerais que vous alliez jusqu'au bout de votre question. Par le bateau l'Algolus, il y a eu 2 pollutions qui ont été générées par ce bateau à Saint-Brieuc. Alors, vous savez que la définition de la pollution, c'est l'introduction d'une substance étrangère au milieu marin. De l'huile hydraulique. Alors, l'huile hydraulique, là, actuellement, il y a une procédure qui est diligentée par le procureur de la République de Brest, qui n'a pas encore rendu ses résultats. Effectivement, il y a eu un déversement d'huile hydraulique biodégradable en baie de Saint-Brieuc, des quantités relativement faibles d'ailleurs. Et pour l'instant, la procédure est en cours. Je crois savoir que le parquet a demandé une contre-expertise et nous n'avons pas le retour de cette expertise depuis le mois de juin. Oui, mais vous savez, qu'elle soit biodégradable ou pas, il y a de l'huile. On peut toujours dire qu'on utilise telle petite huile ou telle petite huile. Ouais, j'ai terminé, Faustine, je sais pas ce que... Donc oui, voilà, Faustine. Du coup, pas besoin de me représenter. J'avais 2 questions et une remarque, donc je vais essayer d'être rapide. La question des assurances, puisque si la pêche est autorisée dans les parcs, cette question, j'ai déjà soulevée. L'État a voté en touche sur cette question, on a dit de la reposer aujourd'hui pour que la CPDP la prenne bien en compte. Donc la question des assurances, savoir si la pêche est autorisée. Si la pêche est autorisée dans le parc, là pour l'instant, un assureur m'a répondu que le surcoût de l'assurance serait aux frais du pêcheur. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette question? Parce que Saint-Nazaire, du coup, va être bientôt en construction, donc j'imagine que l'État a peut-être avancé sur cette question. Je vais continuer j'en ai juste une autre. Pour le balisage, je sais que les environnementalistes demandent beaucoup que les éoliennes aient moins d'impact lumineux. Malgré ça, à côté de ça, les pêcheurs, ont besoin d'avoir un balisage assez soutenu. Donc, comment vous allez prioriser ça? Savoir entre le lobbying de l'environnement ou le lobbying de la pêche, comment vous allez pouvoir prioriser ça? J'ai compris ce midi que les environnementalistes, eux, voulaient surtout que ça soit l'éclairage qui soit fait vers le ciel. Mais si l'éclairage est fait vers le ciel, ça va forcément impacter les pêcheurs et la vision qu'ils ont des éoliennes. Et vu que les radars sont si visibles, comment concilier tout ça? Et enfin, une remarque juste sur le format de cet atelier. J'avais compris depuis le début du débat public qu'on attendait beaucoup de l'intervention du Prémar, dans le sens où ça serait beaucoup plus pratique. On a une intervention très théorique aujourd'hui et je m'attendais à beaucoup plus et c'est ce que la CPDP m'avait dit au début, plus de scénarios, voilà, dans tel cas, par exemple, une croche en brouillard, qu'est-ce qui se passe, quelles interventions il y a, enfin vraiment du pratique en fait. Et j'ai pas eu les réponses à toutes ces questions-là. Après, là, je vous renvoie à la balle, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a des cas pratiques que vous souhaitez aborder, vous avez effectivement la préfecture maritime qui peut vous répondre. Donc, c'est peut-être présenter tous les cas concrets et toutes les possibilités, c'était peut-être compliqué, je ne sais pas. Je me permets de...
Alors, sur le site, effectivement, on va pouvoir le mettre, bien entendu. Mais bon, là, aujourd'hui, on vous a avec nous. Vous êtes venus de Brest, donc je pense qu'on va quand même essayer de rentabiliser ce voyage et puis essayer d'avoir des réponses à toutes ces questions. Alors, sur les assurances, là, je ne sais pas. En fait, j'ai envie de dire que l'arrêté que le préfet maritime va prendre pour la réouverture du parc, c'est que pour lui, ce sera pour garantir la sécurité des navigants. Donc après, si les assurances n'ont pas confiance, enfin, je ne sais pas. Là, j'avoue que c'est pas. Je pense que cette question assurantielle, il faut la travailler avec votre autorité de tutelle, entre guillemets, la DIRM ou les DDI, les directions départementales interministérielles. Bon, vous savez qu'on n'a pas de champ en exploitation, il y a un certain nombre de questions pionnières qui se posent. Je pense que là, il faut peut-être mettre en place un groupe de travail sur ces sujets. Effectivement, on sait que les assureurs ont toujours des abacs d'analyse de risque. Un objet éolien, c'est un obstacle supplémentaire qu'il faut aussi relativiser, parce que vous avez vu les photographies des éoliennes dans des champs qui font 70 km², elles sont éloignées d'un île marin. Je ne sais pas si vous avez vu ce que ça représente quand même. Ça donne de l'espace pour naviguer et circuler. Je parle en termes de navigation. Après, pour l'engagement de la colonne d'eau, c'est un autre sujet, effectivement, notamment pour les arts traînants. Mais là, je pense qu'il faudrait réfléchir à voir comment mettre en place un groupe de travail avec les différents partenaires socio-économiques et les administrations d'État, les comités des pêches, pour réfléchir à cette question, peut-être même en mettant autour de la table des assureurs eux-mêmes. J'avais une dernière question. Alors, je crois qu'on n'a pas répondu à tout pour les questions posées par Faustine. L'état de l'habitage et également, alors quelle priorité, comment on priorise entre la préservation de la vie faune et sa protection pour pas qu'elle soit en collision. La DIRM, voilà, on va avoir des éléments de réponse peut-être par la DIRM directement, puisque M. Auger est en ligne. Oui, j'espère qu'il n'y a personne de l'OFB autour de la table qui se bouche les oreilles pendant que je réponds. Le problème de la vie faune et du balisage visuel, ça a toujours été une question depuis la construction des phares, en fait. Les faisceaux des phares ont tendance à éblouir les oiseaux. Donc, c'est une réalité qu'on connaît. Et effectivement, il faut regarder à la fois les impacts environnementaux et les impacts de sécurité maritime pour la sécurité des personnes, des navigateurs. Et on ne peut pas répondre qu'il ne faut aucun balisage lumineux, mais il faut le faire avec modération. Il y a aussi la question de la pollution lumineuse pour les riverains. C'est clair que c'est des sujets qui sont importants, mais effectivement, il faut les remettre au bon niveau entre la sécurité des personnes et puis la sécurité, enfin, les enjeux environnementaux. Tout ça, ça doit être intégré. Je pense que la réponse est plutôt de dire qu'il faut être parcimonieux dans l'usage de la signalisation visuelle, mais qu'on ne peut pas dire qu'il n'y en aura pas du tout, et on ne peut pas dire que ça n'aura aucun impact sur l'environnement. Mais l'impact environnemental, il s'entend aussi globalement sur l'apport de la signalisation, sur la sécurité de la navigation, sur la diminution du risque de pollution. Tout ça, ça s'apprécie globalement. Mais c'est des problématiques qu'on a aussi de manière plus générale que les parcs éoliens en mer. On a beaucoup de phares qui sont sur des sites remarquables d'un point de vue avifaune. Et effectivement, on est en discussion avec les autorités en permanence pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et concilier les enjeux. Et c'est très intéressant, mais ce n'est pas un problème facile. Donc, pour la question des assurances, effectivement, je vous encourage à la poser directement sur le site. On va essayer de voir si on arrive à trouver des réponses auprès, ou comme c'était proposé, effectivement, alors, le groupe de travail, mais non, ça ne répond pas forcément à tout. On a une question également en ligne. D'un point de vue économique, touristique, y a-t-il des aménagements prévus afin de développer les activités touristiques susceptibles de profiter de l'installation du parc, notamment pour les plongeurs? Je pense, excusez-moi, les activités touristiques susceptibles de profiter de l'installation du parc, je pense entre autres aux plongeurs, admirateurs de la faune et de la flore, les activités de pêche sportive,
pêcher relâché, charte de pêche, pardon. Je ne sais pas qui souhaite. Alors, la direction des affaires maritimes a produit une note technique, on en a cité 3. Il y en a une qui concerne les usages, qui définit des grands principes qui ont pour finalité l'harmonisation des réglementations sur l'ensemble des zones maritimes métropolitaines pour que les préfets maritimes puissent prendre globalement des réglementations cohérentes champ par champ en tenant compte de la physionomie locale. Cette note technique fixe un certain nombre de principes. Elle fixe tout d'abord que celui qui souhaite, indépendamment de la question de la pêche, mais l'usager qui souhaite effectivement pratiquer dans un champ éolien en exploitation devra produire une analyse de risque. Et à l'issue de cette analyse de risque et de son examen, l'autorité maritime regardera s'il est opportun de donner suite à cette activité. Donc ça concerne effectivement la plongée sous-marine, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit individuelle, tout en sachant qu'effectivement, il y a des risques. C'est-à-dire qu'aller plonger, je comprends qu'aller plonger, c'est plonger pas de la sous-station électrique, mais sur une fondation d'éolienne. Donc là, ça présente quand même un danger. Et la note technique donne quand même déjà un début d'orientation en indiquant qu'il n'est pas forcément souhaitable d'avoir des activités proches des fondations éoliennes. Il y a 2 types de dangers dans un champ éolien. Il y a les fondations, et puis il y a la sous-station électrique avec un point nodal de connexion des câbles. Donc, il y a déjà des activités qui sont restreintes autour de ces zones de danger. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a encore J'avais une dernière question. C'est parce que Madame a dit justement qu'il y avait pour la pose des câbles et tout. Je voulais savoir le matériel qui était utilisé. Vous savez, pour creuser les câbles. Parce que j'ai entendu parler d'une charrue qui faisait un poids de 40 ou de 60 tonnes. Donc, je veux bien qu'après, les personnes gardent à l'esprit le type de matériel vraiment industriel. Donc là, une question un peu précise sur. Alors, est-ce que ce n'est pas RTE? Non. C'est la même chose, mais je peux répondre. Oui, allez, on varie un petit peu. Je crois qu'il a été évoqué une trancheuse pour le parc du Banc-Guérand, parce qu'on est en Font-Rocher, donc effectivement, voilà. Il y a un mode trancheuse pour les sols durs et il y a une charrue pour les sols meubles. Voilà les 2 principaux outils mode opératoire qu'on peut prévoir avec nos câbliers pour la partie raccordement ou le câblier pour la partie parc. On peut aussi prévoir du jetting quand le fond est très meuble et qu'on peut juste le mobiliser, disperser le sable en injectant de l'eau haute pression. C'est aussi un moyen qu'on peut mobiliser en fonction des milieux traversés. Donc, tout ceci est prévu dans les études d'impact et décidé, in fine, avant travaux avec le câblier et en concertation avec les pêcheurs naturellement. En tout cas, pour la partie raccordement, voilà ce qu'on prévoit en générique. Ça ne donne pas le poids de la charrue. Ça va dépendre de quelle charrue on utilise, en fait. C'est ça, peut-être. Alors, et sur le parc du Banc-Guérand, les câbles sont posés dans des coques. Donc, il n'y a pas de charrue. Mais à Saint-Brieuc, je crois qu'il y en a une. Oui, sur Saint-Brieuc, l'opérateur utilise une trancheuse, et puisqu'il va enfouir, son objectif est d'enfouir les câbles à 100% au sein du champ éolien. Donc, il utilise une trancheuse pour effectivement enfouiller les câbles. On m'avait envoyé des photos, comme de quoi c'était une charrue, alors je ne sais pas après quelle est la définition. Non, mais dans le champ de Saint-Brieuc, vous avez une mixité de la géologie, vous avez des roches en partie nord du champ, et puis des sédiments un peu plus meubles en partie sud, et puis du mix, j'allais dire de géologie mixte entre les deux, mais moi j'avoue que je ne suis pas le spécialiste, je ne suis pas ingénieur. Je vous donne les éléments génériques que j'ai en ma possession. Effectivement, ce sont des trancheuses. Et ce qui vous intéressait, c'était le poids de la trancheuse. Oui, c'est ça. On regardera, on va essayer de trouver le poids de cette trancheuse. Très bien, merci beaucoup. Voilà, on va passer à la dernière séquence du coup de cet après-midi d'atelier. Donc, avec une intervention cette fois-ci de Pierre-Emmanuel Boss sur les retombées économiques et fiscales sur le territoire pour les différents acteurs. Donc, le temps d'installer ce dernier PowerPoint.
Ok. Non, attends, je ne suis pas prête. Voilà. Non, en fait, c'était simplement un point rapide par rapport à une ou deux questions qui avaient été posées lors de la dernière réunion. Donc, on pourra peut-être compléter s'il y a une troisième réunion. On va imaginer sans doute que l'ordre du jour, c'était un point sur la fiscalité. Donc, on a déjà plus ou moins répondu malheureusement tout ce qu'on peut dire pour l'instant sur l'extension de la taxe en zone économique exclusive, hein, donc qui en tout cas a été adoptée le 31 décembre dernier, et qui donc s'applique à partir de 2022, puisqu'il y avait un vide juridique de ce point de vue-là, au-delà des 12 000. Donc là, c'était le premier point. En deçà des 12 000, donc sur le domaine public maritime, mettre la première diapo, oui, donc c'est sans doute quelque chose que vous connaissez déjà, hein. Et c'était plus pour lancer un peu aussi la discussion ou vos retours. Donc pour l'instant, il existe une taxe éolienne en mer dans les 12 000 qui porte sur le mégawatt installé, donc qui est de 18 000 € par an. Donc ça veut dire que si on imagine un parc de 1000 mégawatts de large côte, ça veut dire qu'il y a 18 millions de taxes éoliennes en mer qui sera générée chaque année sur le parc. Et cette utilisation se fait donc pour le moment à 50% par abonnement, se fait à 50% par un reversement aux communes littorales dont les installations sont visibles, à 35% au comité des pêches maritimes, donc à 15% pour le comité national, 10% pour le comité régional, les comités régionaux concernés, et puis 10% pour le comité ou les comités départementaux, et puis 10% pour l'OFB et 5% pour la SNSM. Voilà, donc je pense qu'on avait eu on a vu parfois des témoignages d'utilisation en fait de cette taxe, des questions que vous vous posiez, donc ça c'est intéressant aussi que vous puissiez les faire remonter ou les inscrire dans le cadre du débat public. Donc ça c'est le premier point que je voulais évoquer, mais qui était plutôt des questions qui étaient apparues à la première réunion et qui n'ont pas forcément fait florès ou qui ne sont pas allés plus loin pour l'instant. Vous pouvez savoir si vous vouliez en débattre encore et peut-être en troisième réunion. Est-ce qu'il y a... Oui. Non, c'est bon, gardez votre micro, monsieur. Oui, j'ai juste pour porter à connaissance donc, de la commission, effectivement, c'est une question qu'on a déjà pu aborder avec les différents services de l'État. Donc, on connaît effectivement chez Camembert de répartition entre les différents organismes et les comités des pêches. Par contre, ce qui reste complètement dans le flou encore aujourd'hui, ce sont les critères d'utilisation de ces fonds. Auparavant, un texte prévoyait donc, que ces fonds allaient vers un fonds de compensation qui aurait disparu donc, dans la dernière mouture. Donc déjà, on ne sait pas pour l'instant qui va gérer ces fonds-là et surtout, on ne sait pas quels sont les critères qui vont permettre aux structures professionnelles de les mobiliser. Il était question de critères liés au FEAMP, mais bon, le FEAMP est en train d'être remplacé là, donc, par le FEAMPA. Donc, est-ce qu'on est, pour l'instant, la seule indication que l'on a, ce sont que les fonds doivent servir au financement de projets pour l'exploitation durable des ressources halieutiques. Mais on ne sait pas sur quels critères, par qui ils vont être sélectionnés, quel va être le cadrage opérationnel de tout ça. Voilà. Donc ça, c'est une grosse inquiétude qu'on a aussi, nous, voilà, des structures professionnelles. Je tenais à les faire remonter à ce sujet. Merci. Alors, est-ce qu'on a en France des retours justement sur ce type de choses? Est-ce que vous avez sur les parcs qui sont en construction, est-ce que c'est des sujets qui ont été abordés? Est-ce qu'on a des retours là-dessus? Non, pas encore. Les fameuses commissions maritimes que vous avez évoquées, qui sont des grandes instances de concertation, pas du tout travailler les critères. En fait, il y a une demande de cadrage national, qui est portée au niveau national. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui a été défini, même pour les parcs qui sont finalement bientôt concernés, notamment le Grand Guérande, où a priori, ces fonds-là vont arriver, si on ne fait pas dans un an. Donc, voilà, il serait temps de clarifier ces critères d'utilisation, parce qu'il y a des comités qui vont être bientôt concernés.
question pour Pierre-Emmanuel Voss. Vous avez présenté ça, il y a une question qui a été posée, donc on sent bien qu'elle dépasse le stade, le cadre du parc de l'Héron. Vous avez évoqué une troisième réunion de travail, pourquoi pas? Ça, c'est notre rôle, nous, commission, de monter cette réunion si les pêcheurs en expriment le besoin. Est-ce que ce sujet-là, pour une troisième réunion qui aura lieu dans maximum un mois, est-ce qu'on aura avancé ce sujet-là, on va donner des réponses, ou vous savez déjà que non, on n'aura pas avancé? Moi, je n'ai pas forcément la réponse. Je peux aller aux nouvelles, au plan national, mais je ne sais pas, peut-être que mes collègues, soit de l'administration des concentrés, que ce soit dire ou que ce soit DDT ou plus d'informations, j'en sais rien. Moi, pour l'instant, pas. Et je ne suis pas sûr que je puisse en avoir dans les 3 semaines à venir. Mais vous avez peut-être un mot à ajouter là-dessus. Donc, est-ce qu'en ligne, on n'a personne que non? Non. C'est jamais, non? Donc on peut essayer d'avoir un peu plus d'informations. Donc, pas forcément, en tout cas en ligne directe pour moi. Alors, on va passer à une question supplémentaire ici. Merci. Oui, moi, ce que je vois dans la répartition qu'il y a pour les structures professionnelles, elle a un inconvénient, c'est que comme les parcs vont être des zones d'exclusion, comme l'ont dit les pêcheurs anglais et tout, qu'il n'y a plus rien dedans, va y avoir un report de pêche autour de ces parcs. Et comme on est dans un parc naturel marin qui dit qu'il y a une surexploitation, dit qu'à court ou moyen terme, ça va poser des problèmes. Donc, n'aurait-il pas été mieux d'indemniser directement les pêcheurs? C'était ma question. Ah, et qui fait la bibliographie? Comment dire pour le parc? Oui, juste rapidement sur la question de juridique, de ne pas pouvoir indemniser directement les pêcheurs. En fait, elle est juridique pour éviter la gestion de fait, voilà, de fonds publics, in fine, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà pourquoi ça a été présenté ce matin. Un protocole d'indemnisation a été élaboré de façon privilégiée, de façon collective, même si il peut y avoir des indemnisations directes. Individuelles, mais qui doivent être caractérisées, objectivées, etc. Donc ça, c'est pour l'indemnisation dont on a parlé ce matin. Et pour la taxe, ça, il faudrait poser la question au législateur. Mais probablement qu'il y a ce même type de problème aussi juridique. Mais là, il faudrait interroger un parlementaire, plus probablement, puisque cette taxe est issue du travail législatif. J'avais juste une petite question pour vous, Monsieur Voss, à ajouter à votre liste concernant la taxe éolienne. Là, on parle d'un ou deux parcs qui pourraient ou ne pourraient être pas à cheval sur la ZEE. Donc, comment ça se passe pour la taxe éolienne si même un seul parc est à cheval sur la ZEE et mer territoriale? Merci. Ça n'apporte pas de réponse particulière. Ok. Vous aviez également une question? Non? Ah. Oui. Alors peut-être, je vais donner la parole à mon collègue Denis Cuvillier. Et puis ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on identifie déjà, s'il y a une opportunité à se revoir sur une troisième réunion pêche. Et si oui, quelles sont vos attentes? Et de quoi on parle plus précisément, ce qui permettra, parce que là, on n'a plus beaucoup de temps, de trouver des bons intervenants ou en tout cas d'aller chercher les réponses quand elles sont disponibles, puisque là, on voit qu'il y a certaines questions auxquelles on n'arrive pas à apporter de réponse. Denis, je te laisse animer cette dernière partie, moi je prends note. Ok, je ne suis pas un expert du sujet, mais j'écoute la réunion depuis ce matin, et sur la question des indemnisations individuelles, j'ai entendu ce matin l'exposé du RICEP, qui a donné même des montants précis, en disant voilà, sur tel parc, voilà ce qu'on a donné individuellement aux pêcheurs concernés. Alors, je ne sais pas si RTE, c'était un parc RTE sur lequel le RICEP s'exprimait, sur lequel vous pourriez donner un complément, ou c'était un autre sujet. C'était pour tous les projets de liaison électrique en mer. Il a été question d'interconnexion, donc l'IFA 2 par exemple, qui a été mise en service il y a à peu près un an. Donc la phase d'organisation est terminée, c'est pourquoi le RICEP s'autorise de communiquer sur les résultats.
Et comme ça a été expliqué aussi, on a pu le faire aussi avec le Corépem pour le parc de Saint-Nazaire. Voilà, en lien aussi avec le producteur, on a mis en place la même méthode par raccordement négocié avec le Corépem en application de la méthodologie qui vous a été présentée ce matin et que RTE a appliqué à d'autres façades sur d'autres projets. Quasiment tous nos projets ont fait l'application de cette méthode, dès lors évidemment qu'elle est acceptée par les comités en question et qu'ils acceptent de jouer le jeu et notamment de verser leur données, puisque c'est la base, comme ça a été dit ce matin. Est-ce que ça vous apporte quelques éléments de réponse sur votre question? Attendez, parce qu'ils ne vous entendent pas sur Internet. Ce que je voulais démontrer, c'était le fait que si les pêcheurs percevaient, comment dire, une partie de la taxe, ils pourraient s'arrêter proportionnellement au nombre de jours travaillés et que ça éviterait un report de pêche. C'est ça que je veux dire, donc la surexploitation. Et quand c'est la personne qui subit un préjudice, il me semble légitime que ce soit lui qui le perçoive. L'exemple nous donné ce matin concluait un préjudice subi par des pêcheurs qui avaient été indemnisés individuellement auprès des pêcheurs. Sauf à ce que j'ai mal compris. Oui, c'est peut-être moi qui ai mal été clair, donc je vais reprendre mon propos. Exactement, je crois qu'on parle de choses très différentes. Il y a l'indemnisation des pêcheurs individuels ou collectifs en application de la méthode RICEP qui vous a été présentée ce matin en cas de préjudice certain. Et juridiquement parlant, on doit caractériser le préjudice pour pouvoir l'indemniser, sinon gestion de fait, problème juridique, etc. Après, la taxe éolienne, c'est autre chose, c'est le législateur qui a fait le choix de la mettre en place avant même le lancement des premiers appels d'offres. Et il me semble que c'est pour éviter certains écueils juridiques que ça a été prévu, tel que ça a été prévu, comme ça vous a été présenté ici. Et dernier point, monsieur le vice-président, j'ai votre réponse sur le poids des charrues qui est très variable, donc d'un projet à l'autre, et d'un câblier, c'est toujours un peu la même chose, ça va de 22 à 45 tonnes en l'air. Voilà, donc des pêcheurs qui ont subi des préjudices ont été indemnisés. Voilà ce que j'ai compris de l'exposé de ce matin. Et j'ai compris que c'est un peu votre préoccupation aussi. Encore une fois, l'indemnisation, c'était pour la partie construction. Là, du coup, la taxe éolienne, c'est pour la phase d'exploitation. Et du coup, c'est bien deux choses différentes. Okay. Voilà, ces sujets-là, ils sont complexes, ils sont riches. On peut rentrer sur ces sujets par différents angles. Chaque fois que vous le pourrez, quand vous poserez des questions, parce que les questions auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse ici, et on comprend, pour les difficultés qu'on vient d'évoquer, n'hésitez pas à les reposer sur le site du débat public. Précisez bien votre question et on s'attachera, nous, cette commission, à les demander auprès des interlocuteurs compétents qui vous donnent des réponses argumentées sur chacune de vos questions. Voilà, donc c'est désolé, c'est un petit exercice qu'on vous impose. On comprend la préoccupation qu'il y a derrière vos demandes, mais à un moment donné, il faut les formaliser, les concrétiser en question pour qu'on puisse apporter des réponses précises. Est-ce qu'à ce stade, il y a d'autres questions ? Bon, c'est une expression du CRPME qui dit les structures professionnelles ont des missions définies par le code rural. Ça pourrait être un critère stable d'utilisation de ces fonds. Voilà un témoignage qui a été donné en ligne. Est-ce qu'à ce stade, il y a, sur cette journée, plus globalement, des questions, des préoccupations, des choses que vous voudriez faire remonter et que vous voudriez qu'elles soient enregistrées dans cette réunion pour qu'elles puissent figurer dans le compte-rendu? Je ne sais pas si on aura eu l'utilité d'une troisième réunion, mais par contre, on aura eu l'utilité d'une présentation des enjeux de la pêche, vraiment bien schématisée au niveau du festival. Voilà. Parce qu'on le voit bien, l'une des préoccupations, l'une des questions, comme pour la taxe éolienne, mais bon,
Ça, personne ne pourra nous répondre ici. Il n'y a que l'État qui pourra nous répondre. Et pour l'instant, je pense qu'il va mettre du temps à répondre, puisqu'il y a des critères juridiques avec la PCP et nos collègues européens qui n'autorisent pas d'aide directe de l'État. Et ça, c'est une taxe de l'État et qui nous empêche de la percevoir directement. Je pense que c'est pour ça que ça traîne trop. Mais ensuite, moi, personnellement, je ne vois pas... on a un peu fait le tour. On a encore beaucoup de questions, mais qui ne vont pas pouvoir être répondues, puisque soit il n'y a pas de parc encore en service, soit il n'y a pas, au niveau des usages maritimes, il n'y a pas de parc en service, au niveau des suivis halieutiques, il n'y en a pas eu. Donc, on est encore beaucoup dans le flou. Et voilà. Mais je pense que décrire les enjeux de la pêche pendant le festival sera une très grande chose. Bien noté pour nous en tant qu'organisateurs de ce festival. Donc, une table ronde sur les enjeux de la pêche, par exemple, pourrait être un moment d'expression privilégié, en tout cas d'échange. Ouais. Juste pour précision, par rapport à tout ce qui a été fait aujourd'hui, je rappelle simplement que tout a été enregistré. Donc, tout ce qui est présentation, PowerPoint, les propos tenus, etc. Donc, tout reste, bien entendu, disponible, accessible au public, en tout cas, voilà, pour ceux que ça intéresse. Est-ce que, alors, donc, on a vu intérêt d'une troisième réunion pêche ici moyen. Est-ce que vous avez, je me retourne peut-être vers vous, est-ce qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas répondre ou auxquelles on pourrait répondre mais on n'a pas encore répondu qui vous intéresse? Est-ce que vous voyez l'intérêt d'une troisième réunion ou est-ce qu'on est bon ou en tout cas vous passez par des moyens peut-être différents? Alors moi je complète juste un peu l'intérêt parce qu'à froid comme ça, est-ce qu'il y a un enthousiasme délirant pour faire une troisième réunion? C'est peut-être un peu compliqué à se dire. Moi, je vais vous dire ce que côté commission, il avait été envisagé à la première réunion le 30 novembre. Hein, on avait dit que la question de la localisation pourrait être traitée à la fin, après avoir épuisé, entre guillemets, on voit bien qu'on n'a pas épuisé tous les sujets, mais les grands sujets, sécurité maritime, design d'un parc, etc. Et que, en fonction des connaissances apprises sur ces sujets-là, la profession pourrait, et c'est éventuellement, beaucoup de conditionnels, hein, éventuellement réfléchir à un travail sur la localisation. Moi, je vous alerte juste une chose, c'est que ici, dans ce débat public, on n'a pas volonté de vouloir monter les publics les uns contre les autres, c'est-à-dire à recueillir des avis de localisation de manière individuelle et non travaillée de manière collective. Ça a été le cas dans certains débats publics où des représentants professionnels du monde de la pêche ont proposé des localisations, mais il n'y a pas eu, et ça a été regretté, de travail collectif pour voir s'il y avait la possibilité de les faire converger ou pas. Donc, nous, notre responsabilité, ce n'est pas simplement de vous dire dans les cahiers d'acteurs, vous pourrez émettre des localisations, et puis d'attendre le 28 février, peut-être au dernier cahier d'acteurs versé, et puis de découvrir, ben voilà, il y a telle structure professionnelle propose à un endroit A, l'autre à l'endroit B et l'autre à l'endroit C. Nous souhaitons, dans ce débat public, faire en sorte que, au moins, ce qui est présenté par les acteurs soit discuté aussi entre vous, entre pairs. Vous allez, on l'a noté, pas forcément les mêmes intérêts, pas les mêmes visions du sujet. Donc, prendre un temps d'échange, qui n'a pas vocation à être conclusif, ce temps d'échange, hein, qui n'a pas vocation non plus à dire on acte d'une carte collective, mais au moins prendre un temps d'échange, peut-être très court, hein, simplement, ça peut être une visio de 2 heures ou une réunion complètement présentielle si les conditions sanitaires sont bien meilleures, mais un dispositif beaucoup plus léger que les dispositifs des 2 précédentes journées, au moins s'offrir un temps d'échange pour dire voilà, moi, peut-être que certains comités vont dire moi je suis dans le scénario 0, point.
D'autres vont dire, j'ai choisi un des scénarios qui a été présenté par les publics le 14 janvier. Et peut-être un autre va dire, il n'y a aucun des scénarios qui me convient, mais moi, j'ai fabriqué un autre scénario. Ça peut être déjà un premier exercice. Le deuxième exercice, c'est aussi, sans vouloir forcément sortir une localisation ou pas, peut-être dire, on prend les scénarios tels qu'issus de l'atelier du 14 janvier et vous les décortiquez au nom de la profession pêche, en disant, pour nous les pêcheurs, voilà comment on appréhende tous les scénarios, ce qui permettra de renseigner le maître d'ouvrage sur sa prise de décision, sur la sensibilité des pêcheurs sur un scénario. Donc, vous voyez, il y a plusieurs options possibles pour cette troisième réunion qui traite de la question sur laquelle le débat public porte et sur la réponse sur laquelle l'État devra renseigner. Parce que là, on est, je vous le dis très clairement, dans une situation très descendante. L'État apporte ses connaissances, il se fait challenger par les parties prenantes et c'est bien normal dans le débat public, mais il y a ce travail de discussion pour que l'État puisse donner une réponse en fin de débat public qui prenne au mieux les intérêts et les positions des différents organismes de pêche. On regrette aujourd'hui que le comité régional Pays de Loire, par exemple, n'a pas pu s'exprimer. Yann Tillet et le président, l'un est en Covid, l'autre ne pourront pas venir, on parle et ils nous ont bien dit clairement qu'ils écouteraient l'intégralité des échanges. Donc voilà, c'est à l'aune de ça que nous évoquions la troisième réunion, pas forcément une journée, je vous le dis. Nous, en responsabilité, on se doit de permettre aux entités du monde de la pêche de pouvoir s'exprimer, à définir ensemble la façon d'expression, est-ce que c'est fermé, ouvert, visio, pas ouvert, visio, etc. Mais on ne conclura pas en disant, on a étudié on a découpé en rondelles tout le sujet et il n'y a pas besoin de vous écouter sur votre expression sur le sujet du projet de parc éolien en mer. Voilà, donc on peut faire un tour de table si vous voulez. On n'est pas obligé on ne conclura pas de toute façon de ce qui s'est dit aujourd'hui sur le fait qu'on fera une troisième réunion ou pas. On se laisse encore un peu de temps. Mais plutôt voir est-ce que l'appétence et les angles qui pourraient être possibles. Je crois que la position des structures, quelle qu'elle soit, c'est un non. Hein. Et nous, pour l'instant, on n'a pas mandat pour dire oui ou une localisation. Au vu de tout ce qui a été amené, pour nous, c'est non. Voilà. Est-ce que d'autres personnes souhaitent s'exprimer? Est-ce qu'on finit comme ça? Écoutez, oui, effectivement, Luc a raison. C'est une possibilité qui est offerte de faire des propositions qui peut tout à fait ne pas convenir. Mais c'est le temps du débat public, il nous reste un mois et effectivement, c'est un peu maintenant, si il doit y avoir une poursuite, en tout cas que les porteurs de projets doivent entendre tout ce qu'il y a à entendre. Merci à tous pour ces échanges sur l'ensemble de cette journée. Merci à vous qui étiez présents avec nous aujourd'hui, à ceux qui ont fait de longs déplacements pour nous rejoindre. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis en visio sur des formats mixtes. Ce n'est pas évident. Ah, il me semble que je vois quelqu'un qui lève la main. Il salue. D'accord. Au revoir. Merci à tous donc pour cette journée et à très bientôt. On continue d'alimenter le calendrier des événements, voilà, en fonction des prochaines rencontres qui auront lieu et surtout de ne pas oublier le temps un peu fort de ce débat public qui aura lieu les 18 et 19 février, donc le festival à La Rochelle, où il y aura énormément de choses très intéressantes à suivre.